Alors que, quand bien même je serais exaspérée, si je commence par mon besoin, il faut savoir que Marshall disait toujours, quand vous exprimez votre sentiment, à la vitesse de la lumière, collez votre besoin. Parce que le besoin est ce qui donne la causalité réelle. Et donc, du coup, vous allez prendre la responsabilité de ce que vous vivez. Donc, si quand tu arrives, je te dis, je garde ma même exaspération, parce qu'il ne faut pas croire que la CNV, c'est pas pour être des bisounours et ne pas exprimer le vivant. Au contraire, moi j'ai jamais... Elle est là, l'exaspération, oui, on la ressent physiquement. Certaines personnes croient que la CNV est un outil pour ne plus être intense, pour ne plus être vivant. Mais moi, j'aimerais ressentir nos émotions. Mais oui, ou pour ne plus ressentir nos émotions. Mais moi, j'ai jamais autant ressenti mes émotions que depuis que je pratique la CNV. Je me suis jamais autant énervée que depuis que je fais la CNV, mais énervée d'une manière qui est au service de la vie. Ouais. La mienne et celle d'autrui. Et donc là, quand tu arrives, peut-être je vais hurler. Mais je vais pas hurler vers toi. Je vais pas hurler horizontalement. Je vais hurler verticalement. C'est-à-dire que quand je vais ouvrir la porte, si tu étais arrivé à 11h, ce qui n'est pas le cas, mais je vais arriver, je vais te dire, écoute Anne, et peut-être je vais être très tendue, et je vais te dire, j'aimerais vraiment te dire, et je vais peut-être parler d'une manière très intense, j'aimerais vraiment te dire, faire un bon usage de mon temps et mon énergie, c'est vital pour moi. J'ai pas beaucoup de temps et d'énergie à ma disposition en ce moment. Je sors de retraite, j'ai pris tout un temps pour prendre soin de mon énergie, pour revenir à moi. Alors c'est vraiment, j'attache vraiment une valeur, mais super importante, à comment je prends mon temps et mon énergie. Et quand je vois que ce matin, alors qu'on avait rendez-vous à 9h30, tu arrives à 11h, j'aimerais te dire que ça génère une exaspération chez moi, mais de ouf. Et j'aimerais que tu entendes, je suis complètement exaspérée parce que c'est tellement précieux pour moi de faire un bon usage de mon temps et de mon énergie. Et j'aimerais entendre comment tu reçois ce que je te dis quand tu entends ça. Et j'aimerais aussi entendre qu'est-ce qui fait que tu arrives à 11h. Et ça préserve la relation, le fait de faire ça? Alors, qu'on soit très clair, il n'y a pas de miracle. Moi, là, je viens de t'exprimer, ça, c'est ce que je viens de faire, on appelle ça donner un coup de pied girafe, hein, puisque Marshall prenait souvent cette image des animaux pour représenter notre manière habituelle de fonctionner qui mord l'autre, horizontalement, c'était le chacal. Et puis, voilà, quand on se met dans la verticale de notre être, il avait pris la girafe, parce que la girafe, c'est l'animal terrestre, comme elle a ce très long cou, elle a un cœur énorme pour pomper assez de sang pour envoyer le sang au cerveau. Donc voilà, il disait, on pourrait des girafes avoir ce grand cœur et aussi cette vision-là. Donc là, je viens de donner un coup de pied girafe, c'est-à-dire d'exprimer avec beaucoup d'intensité ce qui est vivant chez moi. Et après, comment toi tu vas le recevoir? Ça, j'ai pas le pouvoir sur comment tu le reçois. Il se peut que tu choisisses de le recevoir en mettant des oreilles chacales, c'est-à-dire en entendant un jugement dans ce que je dis. Mais quand je fais ça, dans tous les cas, je préserve quelque chose, c'est que déjà, moi, je n'ai pas de toi une vision d'ennemi. C'est-à-dire, je ne suis pas en train de me dire que c'est à cause de toi que je suis exaspérée. Je suis en train d'être au clair que je suis exaspérée et que ça m'appartient parce que je suis exaspérée, parce que j'ai besoin de faire un bon usage de mon temps et de mon énergie. Et je suis très conscient maintenant que tu es le stimulus. Et ensuite, je vais te faire des demandes claires. Et à un moment donné, je vais pouvoir exprimer des limites. Je vais pouvoir te dire à un moment, si ça se reproduisait, écoute Anne, moi je suis désolée, on ne va pas pouvoir collaborer dans la durée, parce que moi j'ai besoin d'avoir une forme de confiance que je vais faire un bon usage de mon temps et de mon énergie. Et si je te vois à chaque fois arriver en retard, pour moi ça n'est pas recevable, donc je mets fin au début d'une collaboration, je ne veux pas m'engager dans cette collaboration. Donc je vais vraiment pouvoir prendre soin de moi et prendre soin aussi au niveau de la relation, parce qu'il y a une différence en termes d'intensité entre avoir quelqu'un qui, comme ça, s'énerve à l'aplomb de lui-même, en étant avec un « c'est parce que c'est important pour moi de faire un bon usage de mon temps et de mon énergie que je suis enragée ». Et là, tu vois, pendant tout le temps, je fais ça, tu le sens dans l'énergie, je suis à la verticale de moi, j'en vois rien vers toi. Je suis en train de dire, mais c'est parce que j'ai ce besoin-là, mais que je suis enragée. Quand tu arrives à 11h, tu vois, moi, je le vois toujours comme une vague. C'est comme si habituellement, quand on dit « je suis énervée parce que tu arrives à 11h », j'envoie un tsunami émotionnel vers toi. Et toi, logiquement, en tant qu'être humain, quand tu te prends comme ça un tsunami, une vague émotionnelle, elle va mettre en mouvement en toi plein d'autres émotions. Ça va pas être confortable. Normalement, tu vas entrer dans des modes reptiliens de fuite, d'attaque ou de prostration. On va pas être entre êtres humains à ce niveau-là. Donc, je diminue mes chances d'avoir un être humain en face de moi quand je l'inonde émotionnellement comme ça. Alors que quand je suis plus à la parfois, quand on est comme ça, ce qu'on cherche inconsciemment, c'est de blesser l'autre pour lui faire sentir à quel point il nous a blessés. Évidemment. Il y a une forme de contentement, presque. Mais oui.
dans cette blessure infligée à l'autre pour être reconnu Absolument. dans ce Et qu'il nous fait. ça, c'est complètement tragique. Ça s'appelle un besoin d'empathie. C'est-à-dire, et c'est pour ça que Marshall appelait aussi ça le fonctionnement chacal, c'est que au moment où j'ai le plus besoin d'une caresse, c'est-à-dire j'ai mal, ça me fait mal que tu sois arrivé à cette heure-là, j'ai besoin d'empathie. C'est-à-dire, l'empathie, c'est quoi en CNV, du moins? L'empathie en CNV, c'est j'aimerais que ce soit mesuré, j'aimerais me sentir rejoint dans l'intensité que je suis en train de vivre par rapport à un besoin qui, en l'occurrence, là, n'est pas rejoint. J'aimerais que ce soit mesuré. En anglais, le terme, c'est I need understanding for. C'est j'ai besoin de compréhension, de recevoir de la compréhension pour ce que je vis. Voilà. D'être entendu. D'être entendu et qu'on mesure. Parce que c'est rarement grave ce qui se passe entre êtres humains si l'autre se rend compte de ce qu'il est en train de faire. Ouais. Mais si tu ne te rends pas compte que quand tu fais ça, tu me fais mal. Tu vois, imagine, voilà, tu n'es pas au courant de la sensibilité habituelle d'un être humain, tu commences à me pincer, à me tordre le bras, et je vois que tu as absolument mais aucune conscience que tu es en train de me faire mal. Mais là, c'est très grave. Là, je veux plus du tout que tu m'approches jamais, parce que je me dis, mais cet être peut me faire mal, il ne se rend pas compte. Donc, quand on dit j'ai besoin de compréhension, j'ai besoin d'empathie, c'est j'ai besoin de vérifier, est-ce que tu mesures ce que tu es en train de faire? Est-ce que tu mesures que le stimulus que tu es, est-ce que tu mesures l'impact que ça a sur moi? Ça touche beaucoup certains de mes besoins. Est-ce que tu le mesures? Parce que si tu t'en rends pas compte, ben, tu peux me refaire mal. Donc le besoin d'empathie, il est vital pour l'être humain. Après, quand on est en mode chacal, c'est-à-dire en mode qui n'est pas conscient de ce qu'il vit, ça va donner quoi? Ça va donner qu'au moment où j'ai le plus besoin d'empathie, ma stratégie, dont Marshall disait qu'elle était tragique, dans le sens où tu vas jamais avoir le résultat que tu veux, c'est qu'au moment où j'ai le plus besoin d'empathie, je vais te mordre. Ma logique, c'est œil pour œil, dent pour dent. Donc je vais aller au bout du truc. Voilà. Donc Gandhi disait que cette loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, dent pour dent, laisserait un monde avec des bornes et des édentés. Si on faisait tout ça, je me dis que pour que tu mesures, je vais te le faire. C'est la stratégie de la vengeance. C'est une manière d'être rejoint. C'est une manière tragique de recevoir de l'empathie. Évidemment, si je cherche à te faire du mal parce que tu m'as fait du mal, je me dis que ça va m'apaiser. En fait, ça nous apaise 10 secondes. Juste le moment, tu sais, on l'a tous fait, c'est le moment où on prépare notre flèche, on sait ce qu'on va lui dire. Ouais, on sait où ça va faire mal, quoi. Et on décoche le truc et bim, on lui dit juste à l'endroit où on sait qu'il est sensible et que ça lui fait mal. Voilà, tu as cette petite seconde, cette petite jouissance, ça lui a fait mal. Et derrière, comment tu te sens? Assez merdique en général, parce qu'on est des êtres humains avec un cœur quand même au fond. Donc sauf si tu es complètement fermé dans ton cœur, mais si j'imagine les êtres qui nous écoutent en ce moment, voilà, c'est plutôt des êtres qui, s'ils écoutent ce type de podcast, Métamorphose Podcast, ils sont assez intéressés sur l'évolution, tout ça. On a un cœur quand même qui est assez connecté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des moments où on peut se déconnecter, mais on est assez connecté. Donc, quand tu fais mal à un être humain, pour pouvoir faire mal consciemment à un être humain, ça veut dire que momentanément, volontairement, tu te déconnectes, ou bien tu as tellement mal que tu n'es plus connecté. Ce qui est étonnant, c'est qu'on a quand même un fonctionnement naturel de l'humain qui tend vers ça. C'est le réflexe. Une espèce de réflexe, je m'agresse, alors, tu m'agresses, je t'agresse. C'est important, je crois qu'on se remette en conscience certaines choses, c'est que c'est pas la nature humaine, c'est la nature animale d'attaquer ou de fuir. C'est notre nature reptilienne. Attaquer les trois modes, attaquer, fuir ou être prostré, c'est pas humain. Donc c'est ça pour moi aujourd'hui, pour moi aussi, c'est pourquoi je dis que pour moi la CNV c'est un art de vivre, c'est une voie spirituelle. Pour moi c'est ce qui me permet d'accéder à mon humanité. La plupart du temps nous ne sommes pas des êtres humains. Quand quelqu'un me fait mal et que ma réaction c'est fuir ou l'attaquer, ou tomber en prostration, je suis un reptile, je suis avec mon cerveau reptilien, je suis agi. Et personnellement, j'ai un grand besoin de liberté depuis toujours. Donc moi, je n'aime pas qu'on me manipule. Et je nous vois être dans une société où beaucoup de personnes s'offusquent en ce moment d'être manipulées par les médias ou par les fake news suivant comment on se positionne. Enfin, on craint beaucoup d'être manipulé actuellement. Mais on ne se rend pas compte que le plus grand manipulateur, il est en nous. C'est ma manière habituelle de voir les choses. Je me crois être un être libre alors que je suis complètement conditionné. Oui, et puis la relation, elle vient vraiment justement montrer ce chemin vers l'unité, parce que si on vivait seul, on n'aurait pas expérimenté ça. C'est ça. Alors quand tu es, la vie, Dieu, tu l'appelles comme tu veux, se manifeste
depuis quelque chose qui est non manifesté, qui est un, qui est tout ce qui est, il n'y a rien d'autre que cela. Dans l'Advaita, en Inde, on l'appelle l'un sans second, hein, c'est-à-dire il n'y a personne d'autre. Hein. Et ça vient se manifester pour se goûter dans la relation. Donc ça vient se manifester sous des formes multiples, pour s'expérimenter justement par la relation, par ce que Yvan Amar appelait la compassion frictionnante, c'est-à-dire je l'ai noté, ça j'aime beaucoup. Il va y avoir des frictions, ça va pas être évident. Alors oui, l'autre... C'est lui qui parlait aussi du paradis en chantier. Non, ça c'est David Enchanté, mais en chantier. En chantier, ça c'est David Sucil, mon guide actuel, qui a travaillé avec Yvan Amar d'ailleurs. Le paradis est en chantier. Ouais, on a beaucoup de choses à faire actuellement pour co-construire une humanité qui arrive à se relier d'une autre manière. Et ça demande qu'on sorte de nos habitudes, qu'on arrête de prendre pour naturel quelque chose qui est habituel, et qu'on arrête de se dire que c'est la nature humaine qui est mauvaise, ou que c'est notre nature humaine de mordre, par exemple, quand on nous fait mal, alors que ça, c'est notre nature animale. Et là, comme je disais tout à l'heure, je crois vraiment que ce que nous vivons actuellement, on est à l'aube de la naissance de l'humanité. C'est-à-dire, jusqu'ici, on n'a pas vécu l'humanité encore. On a vécu une phase de spiritualité qui n'était pas connectée à la matière et qui ne savait pas lire et décoder la matière. À partir du siècle des Lumières, on est entré dans une manière de fonctionner qui était mécaniciste, scientiste, parce que je répète, je respecte infiniment la science, hein, mais il y a une science, lorsqu'elle refuse et qu'elle se coupe de tout ce qu'elle ne peut pas juste démontrer, parce qu'elle n'en a pas encore les moyens, alors même qu'on sait que ce qui était valable en science il y a 100 ans ne l'est plus aujourd'hui, et n'importe quel vrai scientifique est très au clair avec ça, que ceux qui sont aujourd'hui, les postulats de la science d'aujourd'hui, c'est très bien que dans 100 ans, on en rira. Donc voilà, il y a une forme d'humilité à la base qui est censée avoir un scientifique qui s'est perdue, non pas forcément du fait des scientifiques, hein, mais je veux dire, c'est globalement au niveau de l'humanité, on est entré dans une vision tellement matérialiste, mécaniciste et coupée du cœur, que actuellement on prend pour la nature humaine quelque chose qui est tout sauf la nature humaine. Et pour moi, cette approche de la communication non violente, c'est une approche qui nous permet d'entrer en humanité et de pouvoir, pour moi ça a été son apport le plus puissant, de pouvoir avoir les moyens de vivre ce à quoi j'aspire. Parce que moi j'ai toujours été, depuis toujours, dans une dimension d'une approche spirituelle dans laquelle j'avais de très hautes aspirations spirituelles, avec entre autres la compassion, la bienveillance envers les êtres humains, et au quotidien je me voyais parfaitement avoir envie de les tuer 10 fois par jour à peu près, et avoir des jugements, alors ça n'en parlons pas, à longueur de journée sur eux, et aussi sur moi. Et c'est comme si la phrase, ce 11e commandement que nous a laissé Jésus, aimez-vous les uns les autres, hein, agapété, disait-il en grec, comme je vous aimais, donc en agapé, donc de cet amour qui est un amour contributif. L'agapé, c'est pas le philos, dans lequel il y a même de l'affection, c'est encore moins l'éros, dans lequel je te prends, je prends ce que je veux de toi, je t'objective. L'agapé, c'est vraiment cet amour dans lequel mon amour est un prendre soin, est une contribution. Et donc, cette invitation, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, moi je l'ai entendue, j'avais 7 ans, elle m'a touchée au cœur, vraiment, elle m'a marquée à vie. Et en même temps, à l'époque, à 18 ans, j'ai quitté une tradition chrétienne dans laquelle j'étais très très actif, parce que je me disais, objectivement, je n'en suis pas capable. À l'époque, je détestais mon père, qui était un homme adorable, hein, mais c'est voilà, pour des raisons d'enfant, etc. Bref, je détestais mon père, je dis, je n'arriverai pas à aimer cet homme, donc je n'arriverai jamais à faire ce que dit Jésus. Donc j'ai pas les moyens de cette religion. Moi j'ai toujours été quelqu'un de très pragmatique, je dis ça sert à rien de rester dans une religion, donc je suis pas foutu de vivre le commandement. Donc j'ai quitté ça. Et tu vois, des années plus tard, 2002, je découvre quelque chose qui me permet... C'est très absolu déjà, d'ailleurs, oui. comme réaction. Ouais, mais voilà, moi j'ai toujours été quelqu'un d'assez entier. J'avais 7 ans, je cherchais Dieu parce que il n'y a que lui qui pourra me donner autant d'amour que je veux en recevoir et en donner. Et j'ai toujours été dans cette quête d'amour en me sentant en même temps totalement dépourvue de l'instrument pour le vivre qui était le cœur, qui était l'ouverture du cœur. Et je me voyais être ce cerveau sur pattes, cet enfant surdoué, arrogant, méprisant les humains, admirant. Vraiment, Jésus, c'était mon super héros, quoi.
Et en même temps, je ne me sentais pas avoir du tout le matériel pour ça. Et toutes les traditions spirituelles dans lesquelles j'ai été, pourtant j'ai fait des pratiques, mais Dieu sait, dans des tas de choses, ça ne m'a pas donné finalement la clé concrète au quotidien pour non pas éliminer mes jugements, non pas les regarder passer comme des nuages si je suis en méditation, en regardant juste mes pensées, mais vraiment découvrir que sans que j'ai à changer le matériau qui m'habite, c'est de l'alchimie en fait, hein, CNV, c'est-à-dire on va transmuter le plomb d'un jugement pour découvrir qu'il contient l'or d'un besoin divin, d'une aspiration, d'une force motrice de la vie. Et moi, c'est ça qui me laisse en extase depuis des années avec la CNV, c'est de dire tout ce que je ressens est une manifestation de la vie. C'est peut-être parfois un cadeau mal emballé. Vraiment, des fois, on a du mal à avoir ce que je suis en train de ressentir. Alors là, s'il y a un cadeau là-dedans, ou cet autre-là, quand Sartre disait l'enfer, c'est les autres, mais franchement, cet autre-là, j'ai vraiment du mal à me dire qu'il y a quoi que ce soit de la beauté chez cet être. Marshall avait fait une magnifique chanson qui s'appelle Semi Beautiful. Vois la beauté en moi, ça sera peut-être dur, ça prendra peut-être du temps, disaient les paroles, mais je t'en prie, prends le temps et vois la beauté en moi. Comment je peux faire aujourd'hui, dans ce temps de discorde, dans ces temps où tout peut nous opposer, comment je peux faire pour voir la beauté en l'autre, mais sûrement pas en écoutant son point de vue. Tu vois, oui, au-delà de notre conflit, comment aller justement le rejoindre, au-delà du conflit, de la discorde, parfois de la relation qui a été complètement saccagée, coupée, et quand l'autre n'a pas forcément non plus cette démarche. C'est une question que j'entends souvent, ça. Oui, mais il n'y a absolument pas besoin d'être deux pour pratiquer la CNV, pas plus qu'il y a besoin d'être deux pour pratiquer la non-violence. Tu vois, on le voyait quand on prend Gandhi à l'époque, le policier qui tape l'ouvrier qui manifeste, le policier, lui, ne pratique pas la non-violence, hein, il lui en met plein sa tête. Hein. Donc, et pourtant, l'autre, il pratique la non-violence, parce qu'il a choisi une certaine posture. Alors je sais qu'il y a aussi ça, c'est qu'avec la non-violence, on a beaucoup, pour certains, que ce soit avec Gandhi ou Martin Luther King, il y a beaucoup une image d'une non-violence qui se fait fracasser finalement par la violence, qui se fait briser, qui se fait abîmer. Et du coup là, c'est peut-être important de préciser une différence entre la communication non-violente et la non-violence telle que elle a été transmise en tout cas par Gandhi ou par Martin Luther King, parce que même si j'ai récemment lu des petits ajustements, des précisions sur ce que disait Gandhi à ce sujet, mais globalement, ce qu'il en est resté, c'est que dans la non-violence de Gandhi et de Luther King, on ne répond pas à la violence par la violence. En fait, on ne répond pas à la violence, ni par la violence, ni aucunement. On ne répond pas, on se laisse frapper, et à l'époque, ils s'entraînaient entre eux à ne pas réagir quand on les frappait. C'est pas Gandhi qui disait, si je devais choisir entre la lâcheté et la violence, je crois que je choisirais la violence? Alors voilà, et ça, c'est une phrase qui n'est pas très connue, tu vois. Moi, c'était mon sujet de bac. Voilà, et bien cette phrase-là, je pense que si elle était connue, alors elle aurait été encore plus, je pense, pertinente à transmettre s'il avait dit entre la lâcheté et l'utilisation et l'usage protecteur de la force, je choisirais l'usage protecteur de la force. C'est ce qu'a exprimé Marshall Rosenberg. Mais quoi qu'il en soit, cette phrase-là, c'est ce que voulait dire au fond Gandhi. Mais violence est un terme effectivement qui a des conséquences. Mais cette phrase-là, elle n'est pas très connue. Je suis même étonnée que tu l'aies eu au bac, tu vois, j'en doute pas, mais je veux dire, en tout cas dans les milieux, quand on parle de non-violence, je vois qu'il y a très peu de personnes qui ont conscience qu'il était possible, à un moment donné, de faire autre chose que d'être passif face à la violence. Et je vois que ça a un impact, du coup, sur l'image de la communication non-violente, parce que les gens associent cette image-là de la non-violence avec la communication non-violente, ce qui est normal, puisque c'était la volonté de Marshall d'être associé à ça. Et en même temps, il a toujours précisé que pour lui, il était hors de question de laisser la vie être atteinte. Donc pour Marshall, quand la vie d'un être humain est en danger, alors je précise la vie, pas son point de vue, mais quand la vie d'un être humain est en danger, à ce moment-là, lui, il préconise de faire un usage protecteur de la force. Donc non pas un usage punitif de la force, qui est ce que nous faisons dans nos sociétés, nous on fait un usage punitif de la force, c'est-à-dire qu'on arrête les gens et on veut les punir, on veut qu'ils comprennent que c'est mal, et on les enferme, et il faut qu'ils comprennent, ce qui n'a aucun effet évidemment à ce niveau-là, parce que la punition entraîne la soumission ou la rébellion, qui sont deux versants de l'être humain qui ne sont toujours pas de l'humanité.
Mais bref, Marshall donc invitait à faire un usage protecteur de la force, c'est-à-dire si quelqu'un fait quelque chose qui va porter atteinte à la vie, on va le stopper net. Si besoin, on va l'isoler. Si besoin, on va l'enfermer le temps nécessaire, mais pas en ayant de lui une image d'ennemi, et simplement pour voir comment on peut essayer de faire que cet être se reconnecte à son humanité ou accède à son humanité. Donc voilà, quand on pratique la CNV, moi, de manière très claire, je célébrais d'ailleurs ça avant-hier avec ma chérie, et je disais, waouh, 18 ans, 19 ans de CNV pour en arriver là, pour dire par exemple, je venais dire non à quelqu'un. Après, je venais d'envoyer un message à quelqu'un pour lui faire une demande qui me gênait un peu parce que je me disais qu'il risquait de le prendre mal, mais j'étais à ma limite. Et ça, c'est parce que je pratique de la CNV que je peux de plus en plus, parce que je suis très au clair avec ce qui se vit en moi et avec ce qui peut contribuer aussi à augmenter que l'autre, à augmenter mes chances que l'autre entende ce qui se vit en moi. J'apprends à m'exprimer de plus en plus et à me positionner de plus en plus avec la plus grande fermeté, je veux dire avec la plus grande compassion et la plus grande fermeté. Et les deux, pour moi, sont indissociables. Les deux sont vraiment liés. Oui, parce que parfois, on a le sentiment que pour être dans cette fameuse non-violence qui accepte tout, il faut justement devenir une sorte de béni-oui-oui. Hein, c'est ce que tu... mais la non-violence n'accepte pas tout, justement. Et il n'y a aucun béni-oui-oui. Pour moi, pratiquer la non-violence, c'est de l'intelligence pure. C'est-à-dire, c'est juste avoir conscience, en tant qu'être humain, est-ce que j'aime entendre des reproches ? Tu aimes entendre des reproches ? Je crois que personne n'aime ça. Ben oui. Alors maintenant, est-ce qu'on pourrait une seconde s'arrêter et faire preuve d'intelligence ? Qu'est-ce qui fait que, alors que je sais, est-ce que j'aime entendre des jugements sur moi ? Est-ce que j'aime qu'on me dise que j'ai tort ? Est-ce que j'aime qu'on me dise ce que je dois faire ? Non. La réponse à toutes ces questions nous semble évidemment non. Et j'imagine que nos auditeurs sont en train de dire ben non plus. À la seconde où j'entends un reproche, tu me perds. Hein. À la seconde où j'entends un jugement, c'est fini. À la seconde où j'entends que tu me dis ce que je dois faire ou pas faire, terminé, tu vas te faire voir. Bon, on est parfaitement au courant. Et maintenant, on peut se demander où est passée notre intelligence. Qu'est-ce qui fait que, alors que je sais que je déteste entendre des reproches, je déteste entendre des jugements, je déteste qu'on me dise quoi faire ou pas faire, qu'est-ce qui fait que je passe mon temps à faire ça aux autres ? Mais qu'est-ce qui fait que je fais ça ? Est-ce que j'aime qu'on me parle pendant des heures quand j'ai pas la disponibilité pour écouter ? Et qu'est-ce que ça nous dit de nous, justement, le fait ça nous dit qu'on ne se connaît pas. Ouais, c'est ça. Ça nous dit ça nous dit qu'on ne se connaît pas. On ne nous a pas. Alors, on ne se connaît pas et on ne nous a pas appris à nous connaître à cet endroit-là. On ne nous a pas éduqués. Je lisais avant-hier un article sur la manière dont les Inuits apprennent à gérer la colère à leurs enfants. On n'a pas eu de source d'inspiration. Dans cette société, comment on fait pour apprendre aux enfants à gérer leur colère et à ne pas l'exprimer vers autrui sans rester vers soi ? Eh bien, par exemple, ils emmènent les petits sur la banquise, mais tout petits, hein. Je veux dire, quand des fois, il n'y a même pas encore le langage. Ils leur montrent juste dans l'émotionnel. Et le parent, volontairement, fait quelque chose, par exemple, ils ont par exemple des outils en bois pour tanner les peaux. Il va volontairement, il fait semblant, il se fait mal, en fait, il se tape avec le bout de bois. Voilà. Et il va, par exemple, montrer à l'enfant qu'il va crier, mais pas vers le bout de bois. Il va se mettre tout seul et crier vers le ciel, et ensuite dire « Ah, quel dommage, je ne me suis pas bien servi de ce bout de bois. Comment je peux m'en servir maintenant ?» Et il cherche une autre manière de s'en servir. Et l'enfant, il va enregistrer très tôt, quand je suis en colère parce que ça ne va pas avec quelque chose, qu'est-ce que je fais dans l'ordre ? Dans l'ordre, je laisse sortir l'intensité de mon énergie, mais pas vers le stimulus. Je laisse sortir mon énergie. Et ensuite, je reviens au fait. Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que ce bout de bois fait quelque chose qui ne va pas ? Non, je m'en suis mal servi. C'est très responsable de faire ça aussi. Voilà. Et l'observation, c'est que ce sont des enfants puis des adultes qui ne se mettent pas en colère contre les autres. Ils regardent. Par contre, très concrètement, là on prend l'exemple, évidemment, on va me dire, mais le bout de bois, oui c'est un bout de bois, c'est forcément toi qui l'as fait. Mais des fois, c'est l'autre qui a fait un truc. Oui, ok. Et là, ce serait pareil. L'autre fait quelque chose, peut-être, je laisse sortir l'énergie, pas vers lui.
Et ensuite, je regarde concrètement, qu'est-ce qui se passe? Et là, en CNV, qu'est-ce qui se passe? Je vais dire. Et je vais trouver, par exemple, que derrière la colère, qui est une des émotions qui est sans doute le plus active en ce moment sur les êtres humains, pour les êtres humains sur cette planète, il y a beaucoup de colère. Sous la colère, il y a toujours une pensée. Sous la colère, c'est un type d'émotion particulière. Il y a une pensée qui est toujours la même, et je vous invite à la regarder, si vous, amis auditeurs, là, si vous regardez la dernière fois que vous êtes mis en colère, prenez une situation concrète où vous étiez en colère, et regardez quelle est la phrase que vous vous disiez dans cette situation. C'est une phrase, cherchez une phrase, il y a forcément, s'il y a un autre, il aurait dû, ou il n'aurait pas dû, ou il aurait fallu que, ou il n'aurait pas fallu que. Il y a une injonction dedans sur ce qui aurait dû ou ce qui n'aurait pas dû se passer. Hein, si on reprend notre exemple de tout à l'heure, je suis en colère, 11h, t'es pas arrivé, et moi ça monte. 10h, devrait être là. 10h30, elle aurait dû arriver à l'heure. 11h. Voilà. Ça monte avec des elle devrait, ou elle ne devrait pas. En fait, on est en train de nier la réalité. Oui. Et on va constater que tant qu'on a ce type de phrase, c'est cette phrase-là qui, à ce moment-là, alimente l'énergie de la colère. Tant qu'on pense ça, elle devrait pas, il faudrait pas, on alimente une énergie de colère. Quand un humain est connecté dans son circuit émotionnel à sa tête avec ce type de pensée, c'est la colère, elle ne fait que monter, et à l'arrivée, quand on ne supporte plus l'intensité d'une émotion comme la colère, ça va se transformer en violence à l'extérieur. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, quelqu'un qui pratique la non-violence ne va jamais être violent. La violence, ça veut dire je n'ai pas su traiter ma colère, la déconnecter, je vais finir d'expliquer comment, la déconnecter, non pas l'éteindre, non pas la traduire pour comprendre ce qu'il y a derrière. Donc la déconnecter des pensées. Donc je redis au cas où quelqu'un irait un peu vite dans l'écoute, je ne suis pas en train de dire qu'on va se déconnecter de la colère, je suis en train de dire qu'on va apprendre à déconnecter le circuit émotionnalité générant la colère et pensée qui alimente la colère. Ça, ce circuit-là, on va le déconnecter. Je vous invite à voir la suite grâce au podcast que je vous ai mis dans la description. Voilà, vous avez le lien dans la description. Donc je vous invite à le regarder depuis le début d'ailleurs, parce que ça, c'était qu'un extrait. Mais je voulais vraiment mettre en avant des choses importantes par rapport à ce qui peut circuler sur la CNV, où on pense que c'est vraiment quelque chose de très béni oui-oui, qui nous fait être des êtres complètement éteints, alors que c'est finalement tout le contraire. Ça nous amène à nous connecter à nos besoins, à nous. Et c'est en connectant à ça qu'on peut connecter finalement à la part beaucoup plus, à la dimension beaucoup plus spirituelle, mais une dimension reliée au cœur. Mais être relié au cœur ne veut pas du tout dire être un paillasson. C'est très très intéressant de creuser toutes ces questions, et je trouve que dans le podcast c'est très bien fait. Voilà pourquoi je voulais vous transmettre ça. À très bientôt. Ciao.